Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire d'ENOA. Donc, n'hésitez pas à nous saluer, nous dire si vous nous entendez bien, si tout se passe bien de votre côté, si vous êtes confortablement installés. Voilà, on va attendre quelques secondes. Jean-Luc est là. Alors, Jean-Luc est là. Le premier dans la liste. Alors, bonjour Jean-Luc. Bonjour, bonjour, ça y est, j'ai le micro, j'ai la webcam, j'ai tout ce qui va Mais bien. c'est magnifique. Formidable. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence. Donc, notre webinaire de ce mois-ci est consacré à l'IA au service des LMS. Donc, ça nous semblait important, en fait, de proposer à nos adhérents qui sont éditeurs de plateformes et également qui font aussi du conseil à la digitalisation, de venir un petit peu nous parler, nous exposer en fait l'outillage, leurs nouveaux outils d'IA intégrés aux plateformes LMS. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claire Bernago d'Ingenium, Jean-François Lecloarec pour e-learning Touch et Pascal Merme pour Digiformat. Et nous aurons deux animateurs de ce webinaire, en les personnes de Gilles Maquia de New Learn et Jean-Luc Peuvrier de Stratis, qui sont deux pilotes d'un groupe de travail très ancien et très connu du FOD autour des comparatifs de plateformes LMS. Donc, avant de donner la parole à Jean-Luc Peuvrier, je voulais simplement vous parler d'une actualité d'ENOA. On organise en juin, le 11 juin, une journée professionnelle sur le sujet de l'IA qui se tiendra à Paris en présentiel. La thématique de cette journée, elle sera autour de la qualité et comment l'IA peut favoriser la qualité des dispositifs de formation. Donc, on aura un angle d'attaque autour de cas d'études pour vous présenter en binôme des cas d'études réalisés et d'avoir voilà, des projets expérimentés, des retours d'expérience qui permettront donc à l'ensemble du public, hein, organismes de formation, financeurs, gens qui travaillent dans le conseil de la transformation, d'avoir voilà, une vision un peu plus pragmatique et opérationnelle de comment on peut déployer l'IA, pourquoi faire et où se trouve sa valeur en déclinant effectivement un peu en partant de la grille de lecture de la qualité et de Calliope. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai dans le chat le lien pour vous préinscrire, parce que pour l'instant, c'est une préinscription à cette journée, sachant que le nombre de places est limité à 100. Eh bien voilà, ça c'était... Eh bien parfait Thérèse, ça c'était pour vous donner notre actualité de ce jour. Et tout de suite, je donne la parole à Jean-Luc pour nous présenter notre sujet. Très bien, merci Aurélia, merci à toutes, bonjour, bonjour déjà à toutes et à tous. Un webinaire effectivement un peu en forme de teaser aussi pour cette journée dont Aurélia vient de nous parler, hein, puisque on va aborder déjà rester dans le sujet complètement avec les indicateurs Calliope, avec les LMS et avec l'IA. Alors, pourquoi nous, on a souhaité, avec Gilles, je dirais, co-animer cette webconférence, c'est que j'imagine que ça ne vous aura pas échappé si vous êtes passé, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a de fortes chances que vous soyez passé fin janvier sur le salon Learning Technologies porte de Versailles. Et ce que vous aurez certainement remarqué, c'est qu'on y parle, dès qu'on y parle de LMS, on y parle d'IA, et puis on parle beaucoup d'IA, même si on ne parle pas de LMS. Donc,
on s'est dit, est-ce que tout le monde s'y retrouve? Nous, les premiers, on s'est quand même un petit peu interrogé sur qu'est-ce qu'il y avait derrière. Finalement, on peut parler d'IA, mais on n'est pas totalement sûr de savoir ce qui est proposé dans les LMS en termes d'IA. C'est quelque chose qui peut être très générique ou quelque chose qui peut être ciblé sur une ou des fonctionnalités. Alors, premier point. Alors, je crois que j'ai pas la main, vous me dites des bêtises. Si, j'ai peut-être la main, excusez-moi. Je ne savais pas quel droit on m'avait donné, parce que c'est Tu la n'as grande pas la main, prêtresse je qui suis nous donne, désolée. La la grande grande prêtresse prêtresse nous donne ne des t'a droits ou pas, on ne sait ne pas. t'a pas donné le droit, donc c'est moi qui dois faire défiler le PPT. Bien, super. Bien, alors puisqu'on parle d'IA, bah, ça ne vous aura pas échappé, hein, vous êtes des experts et vous avez reconnu au premier coup d'œil une production faite par l'IA à qui on a donné les bonnes instructions, bien évidemment. Bon, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur l'IA. Simplement, ça me semblait intéressant de rappeler que l'IA, mais ça, vous le savez aussi, c'est pas nouveau, hein. L'intelligence artificielle, c'est pas sorti en 2022 comme certains l'ont cru. Ça date des années 60, mais on va pas remonter aussi loin. L'IA dans les LMS, pour prendre plutôt le début des LMS, les premiers LMS dits classiques, les plus basiques, les années 90-2000, ben oui, on avait déjà effectivement, éventuellement, appelons ça de l'IA, avec des automatisations. On pouvait corriger déjà automatiquement des QCM, on pouvait avoir une gestion des droits automatisée en fonction des profils utilisateurs ou des choses comme ça. Est-ce que on ne parlait pas forcément d'IA, mais on était déjà quand même sur quelque chose qui apportait un certain nombre d'automatisations. On bascule, année 2000-2010, avec les premiers dispositifs, les premières propositions dites d'adaptive learning. Et donc là, on va commencer à trouver des parcours conditionnels, des parcours à embranchement, hein, notamment, qui vont vous orienter en fonction, par exemple, d'un score que vous avez obtenu. Certains, pendant longtemps, ont continué d'appeler ça de l'IA, ou encore appelé ça de l'IA quand l'IA a commencé à devenir un peu marketing. Ce n'était quand même au départ que des systèmes à embranchement et rendus notamment, ou tout du moins facilités, grâce au développement de la norme, enfin à l'implémentation de plus en plus importante de la norme SCORM, qui permettait justement de valider l'obtention de certains scores et de faciliter effectivement ces embranchements. Donc, on bascule rapidement sur les 10 années qui suivent, 2010-2020. Et là, on commence à trouver effectivement, puisque c'est assez proche de nous, hein, malgré tout, de la personnalisation à partir effectivement des données qui sont collectées par les plateformes. Ça faisait longtemps qu'on collectait des données, mais on ne savait pas très bien les exploiter. Là, effectivement, des dispositifs plutôt de machine learning vont permettre effectivement de faire des recommandations de parcours en fonction effectivement de la réalisation effectivement du parcours, donc en fonction de l'analyse des données de l'utilisateur, ce qui vont éviter toutes les formes de décrochage, qui va permettre d'avoir aussi des tableaux de bord analytiques, hein, chose qu'on n'avait pas beaucoup. On allait beaucoup fouiller dans les listings de données, j'ai envie de dire, même si on ne les imprime plus. Tout ça quand même pour nous amener à l'époque. Donc vous voyez, on a démarré en 90, aujourd'hui entre 2023 et 2026, et bien sûr on imagine sur les années à venir, où on est passé de quelque chose qui, effectivement, avec une interface qui était plutôt une interface utilisateur, dans laquelle on allait, l'apprenant allait pouvoir naviguer, vers quelque chose de beaucoup plus conversationnel. Et c'est ça qui commence à nous intéresser. En plus, c'est on va discuter avec le LMS, on va discuter avec tout ça. Donc, c'est celui-là, bien sûr, c'est cette dernière partie-là qui va nous intéresser. Mais juste pour ne pas oublier qu'effectivement, il y a tout un historique avec les LMS. Et donc, ce qu'on a proposé avec Gilles, c'est de dire on va prendre avec nos partenaires et collègues membres de l'association, de voir finalement comment dans deux environnements ou deux familles, comme on les appelle un petit peu aussi, différentes que sont les LMS open source et les LMS éditeurs, comment finalement ça a été implémenté. Et donc Claire et Jean-François
démarrer en fait cette prise de parole juste après l'intervention de Gilles, parce que on avait commencé il y a 2 ans, et vous l'aurez remarqué puisque vous êtes j'en doute pas des lecteurs du guide LMS, que nous avions déjà abordé le sujet. Et puis donc Claire, Jean-François et donc Pascal ensuite nous ferons la présentation de tout ça, de leurs solutions. Je laisse la parole à Gilles. Oui, merci, bonjour à tous. Oui, lors de notre guide, la création du dernier guide, qui est sorti en 2024, nous avions déjà remarqué et demandé donc aux éditeurs qui participent à ce guide quelles étaient les fonctionnalités renforcées par l'IA dans leur LMS, dans leur proposition de solutions. Et on avait repéré un certain nombre de fonctionnalités en fait qui étaient renforcées par de l'IA, et plus spécifiquement par l'IA générative, qui est, bon, on estime son arrivée en fin 2022 avec l'arrivée de ChatGPT au niveau du grand public, bien qu'elle ait été introduite un peu avant. Mais voilà, donc ce qu'on a constaté dans le guide LMS 2024, c'était des fonctionnalités qui étaient en cours de développement pour la plupart, ou pour certains éditeurs déjà actives, on va dire, des fonctionnalités d'aide à la création de contenu, donc de conception de cours. Alors, conception de cours, c'est plus exactement la conception des syllabus, des objectifs pédagogiques, avec les objectifs pédagogiques en fonction des compétences, par exemple. La génération de cours à partir de sources documentaires, donc la possibilité de générer automatiquement des cours directement dans la LMS, et non pas dans des solutions tierces. La génération de QCM, bon, ça c'était déjà peut-être la fonctionnalité la plus avancée qu'on a constatée en 2024 dans les LMS. La génération de visuels et de vidéos, bon là c'était vraiment un démarrage, des balbutiements, c'était plutôt des projets d'éditeurs que vraiment des fonctionnalités existantes en 2024. Ensuite, il y a une rubrique, on va dire, sur tout ce qui était recommandation, personnalisation des cours et des formations, avec l'évaluation automatisée des réponses proposées par les stagiaires dans le LMS, la personnalisation de parcours. Tout ce qui était tutorat et assistana avec des assistants conversationnels. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité propre à l'IA générative, avec la possibilité de converser en langage naturel avec l'IA. L'introduction de facs aussi automatisées, donc la gestion des facs automatisée directement dans l'LMS, alors fac aussi bien pédagogique que technique ou d'assistance à l'utilisation. Des propositions de ressources de renforcement en fonction de l'avancée des stagiaires dans leur parcours. Et tout ce qui est analyse de données et de prédiction, prescription de formation automatique, moi ça on en avait parlé, c'est déjà des choses qui existaient avant, donc c'est vraiment des fonctionnalités qui étaient déjà présentes dans les LMS avant l'arrivée de l'IAG, comme l'a rappelé Jean-Luc. De la recommandation de modules, de l'analyse prédictive des difficultés des apprenants, là aussi encore c'était vraiment en balbutiement, alors je ne sais pas si c'est avancé, nos invités nous le diront. Et puis tout ce qui était détection de fraude et de triche. Voilà ce qu'on avait observé en 2024. Donc voilà, ce qu'on propose maintenant, c'est de voir comment cela a évolué chez donc les éditeurs, si on peut appeler ça des éditeurs, pas Ingenium, mais elle nous précisera. Voilà comment ont évolué leurs solutions et l'introduction de l'IAG dans les plateformes. Bon, Claire, je te laisse continuer. Merci Gilles. Donc bonjour à tous, Claire Bernago. Moi, j'accompagne Ingenium Digital Learning dans son développement depuis de nombreuses années.
On est spécialisé dans la plateforme open source Moodle, Moodle Partner, et on intervient également sur digitalisation des contenus et puis l'accompagnement et la formation. Voilà. Alors, je commence. Ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un petit tour d'horizon sur les fonctionnalités natives d'IA dans la plateforme Moodle, hein. Donc, depuis la version 4.5, en fait, hein, Moodle a intégré différents services basés sur de l'IA générative, comme l'a expliqué Gilles. En gros, on a des fonctionnalités qui permettent d'expliquer, des fonctionnalités qui permettent de résumer et des fonctionnalités qui permettent de générer des contenus. Donc, expliquer, ben voilà, c'est comme un espèce de chatbot assez simple, hein. On lui pose une question, on a une réponse. On a une fonctionnalité assez intéressante aussi qui est native Moodle, qui permet de résumer un cours, une partie d'un cours, etc. Et puis, on a des fonctionnalités qui permettent de générer des choses relativement simples, hein, du texte, des images, de traduire, de créer des questions, etc. Alors, c'est simple d'utilisation puisqu'il suffit d'une clé API pour brancher sur n'importe quel LLM. C'est paramétrable puisque c'est à la main de l'organisation et des formateurs, c'est-à-dire que l'organisation peut décider, par exemple, que la fonctionnalité de génération de contenu peut être disponible uniquement pour des profils de formateurs et pas pour des profils d'apprenants ou laisser ça ouvert à tout le monde. Voilà. Après, le sujet de la visio, c'était quel est le lien avec Calliope. Alors, ces fonctionnalités, elles sont somme toute relativement limitées, ces fonctionnalités natives. Et vous verrez après avec ce que je vais vous présenter, puisque Jean-François présentera aussi, c'est que l'avantage de Moodle, c'est que c'est ouvert et que ça peut être enrichi de nombreux plugins, services, etc., qui vont, eux, être plus spécialisés. Là, on est vraiment sur des choses assez généralistes. Si je fais le lien avec Calliope sur ses premiers services natifs, j'ai repris les 7 grands critères Calliope et en fait, j'ai entouré les 3 critères qui commencent à être un petit peu impactés en termes de qualité. C'est la conception de la formation, le critère 2, hein. Le critère mise en œuvre de la formation avec principalement l'indicateur 9. Alors l'indicateur 9, si je reprends le détail, c'est que le prestataire doit adapter l'accompagnement et mettre en œuvre des modalités d'appui. Donc oui, si on laisse la possibilité de résumer, de poser des questions, etc., ça touche à cet indicateur-là. Le critère 4 sur les moyens de la formation, on est plus sur l'indicateur 15, mobiliser les moyens techniques pour favoriser l'engagement, effectivement, en fonction de ce qu'on va laisser à la main des apprenants. On touche également à ça. Alors, j'ai mis que c'était des prémices et ce que je vais vous présenter, puisque Jean-François présentera après, c'est des développements plus spécialisés qui sont intégrés dans Moodle. Donc, chez Ingenium, en fait, Gilles a parlé beaucoup de l'IAG, mais aujourd'hui, la tendance, c'est d'aller vraiment plus vers de l'IA agentique, donc de créer des agents qui vont aller encore plus loin, qui vont être dotés d'une certaine capacité de raisonnement, etc. Et on travaille sur 2 projets, donc je vais vous présenter plus spécifiquement Astuce, qui est un projet de tuteur intelligent qui va bientôt sortir. Et puis, on travaille sur un autre projet avec des universités et un consortium d'entreprises sur une transformation de la plateforme Moodle pour en faire une plateforme d'adaptive learning. Mais ça, on aura le temps d'en reparler parce que c'est un gros projet. Voilà. Donc, Astuce, c'est un projet qui est mené en consortium avec 14 organismes de formation, alors avec des profils très différents. Ça va de l'école d'ingénieurs au CFA, au Greta, jusqu'à un organisme de formation professionnelle pour adultes pas ou peu qualifiés. L'objectif, ça a vraiment été de repenser avec eux les fonctionnalités que l'on voulait donner à cet agent. Et puis là, on est dans une phase d'expérimentation sur les pré-prod qui va démarrer avec les différents organismes de formation pour passer vraiment à une phase d'expérimentation auprès des apprenants au mois de juin, juste avant la période des examens, et pour pouvoir vraiment lancer le dispositif en septembre. Donc, les fonctionnalités d'Astuce, c'est quoi? Eh bien, c'est un système multi-agent. En fait, il a 3 casquettes. Une première casquette un peu plus socratique où il va accompagner, aider à réfléchir les apprenants.
Une deuxième casquette un peu plus prescriptive où il va directement fournir des réponses claires, structurées, renvoyer vers des ressources, etc. Et puis un troisième comportement où il va être plus proactif, c'est-à-dire que dans son fonctionnement, il est réactif, il va surveiller le comportement de chacun des apprenants et il va pouvoir aller les interpeller et leur proposer des modules de révision, des choses comme ça. Voilà. L'autre particularité d'Astuce, c'est qu'il est vraiment intégré à l'intérieur de la plateforme Moodle et qui ne se base que sur les ressources qui sont présentes dans la plateforme. Il ne part pas scraper n'importe quoi sur le web. Donc, il est vraiment à la main des formateurs et ce sont les formateurs qui décident d'activer ou non le tuteur au niveau du cours. S'il l'active, est-ce que le tuteur ne va chercher que dans les ressources qui sont présentes dans ce cours ou est-ce qu'il va chercher dans d'autres cours qui sont également proposés par ce formateur-là, ou est-ce qu'il va chercher sur toute la plateforme? Voilà. Donc tout ça, ce sera paramétrable. Et puis, on intègre également des outils d'accessibilité renforcée, du langage simple, etc. C'est quelque chose qui sera complètement souverain, basé sur un LLM open source, etc. Voilà. Je veux bien que tu passes à la diapositive suivante. Alors, comme le sujet, c'était en quoi ça vient renforcer les critères qualité, ben là, on est vraiment sur les critères 3, 4 et 7, mais où on va plus loin sur ces critères-là, hein, il nous semble, puisque sur le critère 3, la mise en œuvre de la formation, on va adresser l'indicateur 9, donc c'est écrit en petit, je le redis, c'est le prestataire doit adapter l'accompagnement, prévoir un suivi régulier, mettre en œuvre des modalités d'appui, donc ça va être vraiment le rôle du tuteur. L'indicateur 11, c'est une évaluation initiale, permet de comprendre les niveaux, les besoins, la motivation des apprenants. Donc là, il pourra intervenir effectivement en évaluation initiale, mais également en adaptation au fur et à mesure de la formation. Et puis l'indicateur 12, c'est le prestataire décrit et met en œuvre des mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. Sa dimension proactive, elle est vraiment là pour ça, voilà, pour réengager dans la formation les différents apprenants. Au niveau du critère 4, pardon, les moyens de la formation, on est sur les indicateurs 14 et 15, hein, mobiliser des moyens d'encadrement et puis mobiliser des moyens techniques pour favoriser l'engagement. Et puis le dernier indicateur aussi qui est impacté, c'est la mise en place d'un système d'amélioration continue. Il y aura tout un système de tracking, etc. Et donc, automatiquement, le tuteur va pouvoir anticiper les décrochages, les problèmes d'engagement, les difficultés, et c'est ce qu'on disait, proposer des activités, signaler, etc. Donc, voilà pour le lien avec les critères qualité. Je pense que tu peux... Et donc, en conclusion, voilà, Astuce, il vise vraiment à répondre aux indicateurs Calliope d'engagement et tutorat et sans faire exploser le coût de la qualité, puisque l'objectif, c'est de pouvoir avoir ce tuteur branché sur les LMS pour des premiers abonnements à quelques dizaines d'euros par mois. Voilà. Donc, il va vraiment venir suppléer ça. Je vois qu'il y a une question, je vais y répondre directement. Est-ce que ça utilise les Learning Analytics dans Moodle? Oui, ça va utiliser une partie des Learning Analytics. Voilà. Donc, pour terminer, excuse-moi Jean-François, je garde la parole 2 secondes. Ce tuteur intelligent, donc, il est en phase de lancement d'expérimentation sur les pré-prod des 14 OF. En juin, si tout se passe bien sur ces expérimentations sur les pré-prod, mais il n'y a pas de raison, il passe en production auprès de ces 14 OF avec des formateurs volontaires qui vont pouvoir le déployer sur leurs cours. Et puis, il sera vraiment officiellement lancé au mois de septembre. Et les Greta qu'il expérimente, ce sont les 3 Greta d'Île-de-France. Voilà. Merci, je te laisse la Claire. parole, Jean-François, pour continuer avec Moodle sur un autre service. Voilà. Bonjour à tous. Merci Claire pour voilà, une petite introduction aussi à Moodle. Donc, je suis Jean-François Leclerc, fondateur et directeur d'e-Learning Touch.
Nous, de notre côté, on travaille comme Moodle Partner Premium sur la partie effectivement Moodle. Donc, on va rester dans la continuité de ce que Claire a présenté. Et nous avons donc tout un service autour de la R&D sur lequel nous avons travaillé depuis maintenant, ou nous travaillons depuis maintenant 2 ans, autour de ces notions d'intelligence artificielle, la manière dont on peut les intégrer dans Moodle. Alors, peut-être pour expliquer un petit peu notre démarche, vous voyez qu'au centre de ce schéma, j'ai mis les intelligences artificielles au pluriel. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence ou des LLM ou des intelligences artificielles souveraines. Enfin voilà, il y a plusieurs manières en fait finalement d'être dans cette entrée. Et ce que l'on a décidé et ce qui a été dès le départ notre réflexion, c'est de s'affranchir complètement de cette notion de LLM de manière à ne pas être contraint ou lié de manière définitive à des outils de type ChatGPT ou d'autres LLM qui sont sur le marché. Donc, on a toujours, c'est dans la aussi philosophie de la dimension open source de Moodle, que d'être en mesure en fait d'utiliser n'importe quel LLM. Et ça a été un élément clé dans le démarrage de ces réflexions autour de l'IA. Le deuxième, et c'est pourquoi on a mis ce orange au centre, c'est qu'on s'est attaché, nous, à travailler uniquement sur la partie Moodle. Donc, toutes nos solutions IA sont complètement centrées sur l'utilisation de Moodle, complètement intégrées à Moodle sous la forme de plugins. Donc, on s'est vraiment inspiré de la philosophie de Moodle pour pouvoir gérer toute cette partie R&D. Alors, à l'extérieur du schéma, vous voyez que on a cherché un petit peu à catégoriser finalement les utilisateurs des plateformes LMS. Donc, tout à gauche, vous avez plutôt les administrateurs, en haut à droite, les apprenants, et puis en bas à droite, les formateurs. Donc, on s'est interrogé dans notre démarche pour se dire finalement, si on doit intégrer l'IA, eh bien, qui est-ce qu'elle doit toucher? Comment est-ce qu'elle doit pouvoir donner ou apporter un plus à chacun des acteurs finalement de la formation? On aurait pu rajouter les tuteurs d'entreprise, par exemple, ça aurait été une catégorie, mais on a décidé de les mettre plutôt dans les formateurs, voire dans les apprenants. Mais en tout cas, on a raisonné donc sous forme de suite en essayant d'adresser finalement des services nouveaux auprès de chacun des utilisateurs. Je vais commencer par les administrateurs. J'ai fait le lien avec les principaux critères que vous retrouvez Calliope, puisqu'ils vont, comme Claire l'a bien expliqué juste avant, ils vont forcément avoir une incidence sur la manière dont on traite ces critères Calliope. Donc, on va essayer de les remettre en évidence. Sur la partie administrateur, on a trois axes de développement. Le reporting, donc avec la possibilité en fait pour l'administrateur de formuler de manière native une demande. Si par exemple, je peux très bien demander dans une petite boîte, voilà, quels sont les trois stagiaires les plus performants sur cette formation, et il va me faire un rapport automatique sur les 3 stagiaires qui sont inclus. On a fait le choix également d'accompagner notre démarche IA avec une dimension RSE. Et on a aujourd'hui des tableaux de bord qui transforment en fait toute l'utilisation de ce qu'on appelle les tokens dans le langage de l'IA en équivalent CO2, en équivalent énergie, de manière à pouvoir aussi avoir des points de repère sur cette dimension-là dans l'utilisation de l'IA responsable. Le troisième point qui va être important pour la partie administrateur, dans Moodle, on a beaucoup de menus. Et on a créé en fait un assistant IA qui permet à l'administrateur simplement d'écrire sur une ligne, d'écrire « je veux un cours Moodle » qui s'intitule RSE ou qui s'intitule « Sécurité sur les chantiers », et automatiquement le cours va être créé, et donc on va gagner énormément de temps dans la navigation à l'intérieur de Moodle côté administrateur. Donc ça a été un axe de travail. Le deuxième axe, ça va être bien sûr celui qui va concerner directement les apprenants. Alors, nous, on ne l'a pas appelé astuce, on l'a appelé TouchBot. Donc, je ne vais pas revenir sur les intérêts des bots à l'intérieur de la formation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un axe fort de développement. Donc, c'est des choses qui sont installées chez nos clients et qui permettent effectivement de répondre à certains critères au niveau de l'approche Calliope. Et puis on vient à peu près tous du monde de la formation. On est tous passés par la case formateur, et donc on s'est forcément interrogé sur comment finalement cette IA générative va pouvoir venir aider le formateur
à travailler sur son quotidien. On a trois thématiques en cours chez nous. On a la thématique des traductions, on a la thématique des corrections avec un outil aujourd'hui qui permet de traiter les devoirs dans Moodle, et on a la thématique de la création de contenu, et c'est ce qui a porté et initié notre démarche dès le démarrage avec un produit qui s'appelle Coursailly, que je vais vous présenter rapidement en termes de fonctionnalités. L'idée étant de pouvoir venir au service du formateur, l'aider et l'assister dans la création de son cours Moodle, parce qu'un cours Moodle, c'est composé de nombreuses activités pédagogiques, ça a une structuration qui est propre et qui peut parfois être un petit peu déroutante pour le formateur qui démarre. Donc, on a cherché à simplifier son quotidien. Donc, si on peut passer juste à l'écran suivant, nous présenter donc un petit focus sur Coursailly, qui est aujourd'hui traité donc au niveau du Learning Touch, mais qui est une collaboration. Donc, on a étendu la collaboration à des Moodle partners au Danemark et en Espagne, et qui est aujourd'hui distribué dans plusieurs pays dans le monde sur l'utilisation de cette fonctionnalité-là, qui va permettre en fait de structurer les contenus. Donc, le Coursailly va permettre de créer le cours Moodle, donc de l'organiser sous forme de sections, et de proposer en fait des activités natives en fonction de scénarios pédagogiques que nous proposons, donc des scénarios types, mais que chaque formateur va aussi pouvoir personnaliser de manière à avoir quelque chose qui soit harmonisé à l'échelle de la plateforme, et on va dire bien pensé, on va dire en termes de structuration et d'organisation des contenus à l'intérieur de la plateforme. Donc, le plugin va permettre de générer cette structure, et à l'intérieur de ces structures, il va donc générer les sections, générer la création des activités qui vont toutes être des activités natives Moodle, et compléter en fait ces activités avec un premier niveau de génération de contenu et d'illustration, donc qui vont permettre aux formateurs de pouvoir s'appuyer sur une première rédaction finalement de contenu, de questions, d'exercices qui vont déjà être préétablis ou pensés par l'IA selon les instructions qu'il aura fournies. On a également, et ça c'est pas neutre dans l'approche Calliope, on a également anticipé en fait le paramétrage des achèvements d'activités, puisque ces éléments-là sont essentiels pour assurer le suivi et le reporting à l'intérieur de la plateforme. Et bien souvent, on a des achèvements d'activités qui ne sont pas du tout paramétrés à l'intérieur des plateformes, et ce qui fait que le reporting peut être soit trop léger, soit insuffisant pour pouvoir justement être bien exploité. Alors, qu'est-ce qu'on va être capable en fait de générer avec Coursailly? Donc, vous allez pouvoir sélectionner n'importe quelle source. Donc, ça peut être des PDF, ça peut être simplement un site web, ça peut être une recherche que l'IA va faire par elle-même au niveau de son corpus. Ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo. Et à partir de ces sources et en fonction du scénario pédagogique que vous allez choisir, eh bien, vous allez générer en fait des activités natives Moodle. Donc, vous allez générer des activités de type plutôt descendante, je pense à des pages ou des zones de texte, par exemple, ou même un glossaire qui va être automatiquement généré. Mais vous allez également générer des activités qui vont faciliter la communication entre vos apprenants. C'est le cas de forums sur lesquels on aura déjà des discussions qui seront engagées, ou de classes Biblioboton si vous êtes dans des modalités hybrides. Et puis le troisième type d'activité que vous allez trouver, bien évidemment, ce sont les activités de type plutôt interactive, donc soit avec du H5P, on est capable de générer une quinzaine d'activités H5P directement depuis l'expression finalement du besoin côté formateur, et bien évidemment les situations d'évaluation au travers des fonctionnalités de test natives de Moodle pour pouvoir gérer les éléments. Alors, est-ce qu'on peut personnaliser l'interface du cours, section, couleur, bandeau selon une charte institutionnelle? Ça, c'est au niveau de votre… oui, tout à fait. On peut avoir des sections les sections vont être illustrées, en fait. Et le bandeau, ça peut être un bandeau sur un format de cours, sous réserve que le format de cours soit compatible, ou propose en fait cette activité bandeau. On a à peu près 5 formats de cours qui sont supportés pour gérer cette partie illustration.
Et quant aux couleurs, elles vont s'adapter en fait en fonction de la charte de la plateforme, hein. Donc ça, on n'a pas c'est vraiment à l'échelle du cours. On crée complètement un cours comme si on le faisait de manière manuelle, et toutes les activités sont créées de manière manuelle. Une fois que ce travail-là est réalisé, à tout moment, vous pouvez réutiliser l'intelligence artificielle pour régénérer une activité H5P, par exemple, pour venir compléter avec une page ou avec un quiz qui a un premier niveau, de manière à garantir aussi la continuité pédagogique finalement que vous avez déjà mis en place au travers de votre scénario. Hop, alors si on peut passer à l'écran, juste à l'écran suivant. Voilà, alors comment ça se traite en fait, hein. Donc c'est très très simple, c'est un process qui prend à peu près entre 5 et 10 minutes. Une première étape où le formateur va pouvoir préciser son contexte pédagogique, donc choisir ses sources, choisir son scénario. Il peut ajouter des instructions, hein, par exemple s'il veut que les contenus de formation soient localisés je sais pas, dans le Maine-et-Loire par exemple, ou en Bretagne ou en Alsace, pour suggérer des exemples dans une région, ça peut être tout à fait faisable. On peut lui demander d'utiliser le tutoiement ou le vouvoiement, par exemple, au niveau des instructions, hein, ou de faire un focus sur une notion particulière du cours. Donc, il va être capable à la fois donc, de s'inspirer des sources et de pouvoir ajuster le scénario en fonction des instructions du formateur. La deuxième étape, ça va être vraiment de créer automatiquement la structuration du cours. Ça, c'est une étape qui prend à peu près 2 minutes dans le cours AI. Et l'étape 3, ça va être donc de générer en fait l'ensemble des activités. Pour une vingtaine d'activités, on est de l'ordre pareil, à peu près de 2 à 3 minutes de temps de génération que vous allez pouvoir venir compléter derrière. Tout est natif, donc vous n'avez plus à utiliser l'IA derrière. Vous avez un cours Moodle exactement comme si vous l'aviez traité à la main. Donc ça, c'est votre troisième étape. Et puis la quatrième étape, eh bien, il reste à ajuster le cours, bien sûr à le relire en faisant de manière très très attentive côté formateur, pour pouvoir le distribuer aux apprenants et donc derrière avoir des actions en matière d'accompagnement avec voilà, un chatbot par exemple, ou venir implémenter ou utiliser un outillage de correction automatique qui va pouvoir prendre le relais finalement, une fois que cette première brique, qui est la brique de conception de la formation, est réalisée. Donc, au travers de ces 7 outils aujourd'hui d'IA, on est capable vraiment de couvrir l'intégralité des besoins des plateformes, avec toujours en tête de rendre les actions en ligne qui soient le plus dynamiques possible, donc pour ne pas rester simplement sur finalement une page avec du texte généré par ChatGPT, de faciliter la communication donc entre les utilisateurs, entre les pairs aussi, hein. Donc ça, c'est ce qui peut être mis en œuvre au travers de cet outil, et bien sûr de faciliter l'évaluation, parce qu'elle va permettre, si on peut passer à l'écran suivant, de récupérer en fait tout un ensemble de data, parce que du coup, on se retrouve avec des cours qui ont du sens, et on va pouvoir récupérer en fait toutes ces informations pour pouvoir les pousser dans nos outils de reporting qui eux-mêmes vont être exploités en fait, ou vont exploiter toutes ces données de manière à pouvoir traiter des informations. Vous avez par exemple ici des scores de risque, vous voyez, avec des recommandations qui vont être automatisées en fonction de scores identifiés, ou des représentations sur des indicateurs Calliope, des représentations graphiques qui sont directement exploitables et qui sont de nature aussi à rassurer vos auditeurs dans les centres de formation. Donc voilà un petit peu nous comment on a abordé les choses. Donc une vision assez large, très centrée sur les utilisateurs, de manière à pouvoir proposer toute une gamme de services directement intégrés, complètement souverains, puisque c'est chaque centre qui choisit l'IA et le LLM qui va faire tourner tous ces outils, et donc une grande autonomie et une grande liberté dans les usages qu'on va pouvoir en faire. Donc simplifier les choses, gagner du temps et gagner en qualité sur les dispositifs qu'on va mettre en œuvre. Donc voilà pour faire rapide, et je crois qu'il y a quelques questions, on pourra y répondre ou vous donner quelques compléments par la suite.
Très bien, merci Jean-François, merci Jean-François et Claire, puisque voilà, il y avait vraiment une complémentarité autour de Moodle, à la fois et ça s'est précisé dans le chat aussi, même avec les participants, sur, on va dire, le noyau Moodle, tel que tout le monde peut l'avoir, et puis les propositions, les développements qui ont été faits par vos deux entreprises respectives. On sort de la famille open source pour se diriger vers celle ce qu'on appelle des LMS éditeurs, et notamment vers un de ces éditeurs qui est Digiforma. Et Pascal, Pascal est avec nous pour nous expliquer effectivement le côté LMS, mais on va voir que chez Digiforma, il y a des imbrications, il n'y a pas que le LMS, et l'IA, elle n'est pas que dans le LMS. Mais je lui laisse nous expliquer tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Merme. Je suis en charge effectivement du produit LMS chez Digiforma et de tout ce qui touche à la pédagogie. Ça fait maintenant 4 ans que je fais ça, mais avant, j'ai dirigé un organisme de formation qui faisait de la formation 100% à distance, qu'on fait toujours d'ailleurs. Et j'ai développé une plateforme de formation à distance basée sur le micro-learning et le mobile learning. Donc, ça fait une bonne dizaine d'années que je vis dans ce secteur. Alors, Digiforma, effectivement, ce n'est pas qu'un LMS, c'est avant tout une plateforme tout en un pour les organismes de formation. Donc, ça va les aider sur tous les aspects de leur activité, que ce soit l'administratif, le commercial, et aussi la pédagogie et la relation apprenant. Et donc, nos clients viennent nous voir pour être conforme Calliope, pour générer des BPF, pour générer les conventions et tous leurs documents d'activité, gérer leur facturation, etc. Et donc moi, dans cette galaxie de produits, je suis vraiment plus en charge de la partie LMS et donc pédagogie. Et donc, ce qui va nous différencier un petit peu des LMS classiques. Ah oui, j'avais mis une petite slide sur les chiffres avant de passer à la suite. Donc voilà, on a plus de 5000 clients qui se connectent sur notre espace apprenant et donc qui utilisent Digiforma au global. On a environ 1800 clients qui ont choisi de nous utiliser comme LMS. Et on a plus de 250 000 apprenants par mois qui se connectent sur notre LMS. Et donc, pour vous parler un petit peu, nous, de notre vision du métier de LMS, comme je vous l'ai dit, on s'adresse principalement aux organismes de formation et donc à des organismes qui ont besoin de se conformer à Calliope et à tous les indicateurs qu'on vient déjà d'évoquer plusieurs fois. Donc, on va retrouver les mêmes, mais ce qui est très important pour nous, c'est de donner les outils à nos clients pour accompagner. Pour nous, c'est vraiment central en particulier quand on fait de la formation à distance. C'est souvent ce qui pêche et c'est souvent des points de non-conformité parce qu'on a vu la formation comme une mise à disposition de contenu alors qu'on doit évidemment aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, on va le voir comment derrière ça se traduit sur l'IA. Mais on a des messageries instantanées, on a la possibilité de créer des activités pratiques pour que les formateurs puissent donner du feedback sur des réalisations concrètes, des systèmes de forums, de suivi pédagogique, etc., voilà, qui sont directement intégrés dans le LMS. Et puis ensuite, bien sûr, l'objectif, ça va être de faire gagner du temps aux formateurs et aux administrateurs grâce au digital, et bien sûr de mesurer, enregistrer des preuves et pouvoir rendre compte de tout ça. Alors maintenant, si on passe à la slide suivante, comment se traduit l'IA chez Digiforma? Donc sur toute la partie administration qui est finalement le cœur de métier de Digiforma, mais ça va permettre de se conformer à certains indicateurs, même si on sort là un petit peu du cadre du LMS, et le fonctionnement va rejoindre ce qu'on a déjà vu précédemment. On a une IA conversationnelle qui va permettre de réaliser des actions pour nous. Donc, par exemple, crée-moi un programme à partir de ce PDF. Et on va créer directement le programme et l'implémenter dans Digiforma pour pouvoir le pousser sur notre catalogue en ligne. Par exemple, inscris-moi tel apprenant, inscris-moi telle liste d'apprenants à partir d'un fichier Excel. Enfin voilà, tout ce qu'on peut faire manuellement dans l'interface Digiforma, on va pouvoir le faire avec l'IA conversationnelle.
Donc, c'est finalement une nouvelle interface au global pour l'utilisation de Digiformat. Ensuite, on a l'IA qui va nous aider sur la pédagogie. Donc, j'aurai pas le temps là de rentrer dans les détails de la pédagogie, mais on a des convictions fortes en termes de pédagogie. Et donc, en fait, on a développé 2 agents. Un agent qui va aider nos clients à concevoir la formation au niveau macro, que ce soit une formation courte ou une formation de 200 heures. Donc là, on n'est vraiment pas sur la création de contenu, mais plutôt imaginer le parcours, imaginer les bonnes modalités, quel moment en synchrone, quel moment en asynchrone, quelles activités pratiques, voilà, vraiment les modalités en elles-mêmes, et qui va permettre de générer le parcours, le plan et tous les cours à l'intérieur de ce parcours. Mais on va s'arrêter finalement au plan. On ne va pas aller faire le détail de chaque cours, parce que vous imaginez bien que si on est en train de concevoir une formation longue, ça va demander un grain beaucoup plus fin. Et donc ensuite, on a un autre agent qui, lui, va être là justement pour ce grain plus fin, pour aller aider à concevoir du contenu. Et là, on va retrouver directement dans notre outil auteur, et on va retrouver ce qui est assez classique à partir d'une source, d'un contenu ou des connaissances propres de l'IA. Derrière, on utilise Mistral. On va pouvoir, mais on pourrait plugger n'importe quel autre LLM dessus. On va pouvoir générer automatiquement le cours avec toute la diversité de blocs et d'activités qu'on a dans notre outil auteur. C'est relativement classique, donc c'est la partie création e-learning. Et là où on va potentiellement se distinguer un petit peu, c'est justement sur l'accompagnement. Nous, notre conviction est par rapport à des études que j'ai fait dans mes précédentes expériences et chez Digiformat également. Il y a vraiment un fossé en termes d'engagement entre des formations qui sont proposées uniquement en digital sans intervention humaine et avec une vraie présence du formateur. C'est-à-dire que si vous mettez un bot simplement qui va gérer l'accompagnement, c'est un accompagnement qui ne va pas être proactif. Il faut que votre apprenant il aille quand même se connecter sur ce bot pour poser des questions. Et quand on achète une formation, souvent ce qu'on vient chercher, c'est justement de la motivation, des encouragements, c'est un accompagnement voilà, digne de ce nom. Et l'autre aspect, c'est que c'est comme si vous recevez un email automatisé ou une newsletter. Dans la plupart des cas, vous allez l'ignorer. Si par contre, c'est une personne identifiée que vous connaissez et qu'elle attend une réponse de votre part, vous allez peut-être traîner un peu, mais vous allez finir par lui répondre. Là, c'est la même chose pour des relances, pour des feedbacks, etc. Si c'est 100% automatisé, la plupart des apprenants, en tout cas ceux qui ne sont pas déjà très motivés, vont les ignorer. Alors que si c'est le formateur qui, de manière proactive, relance, encourage, donne du feedback, là, on va avoir des taux d'engagement qui vont être beaucoup, beaucoup plus forts. C'est un rapport de 1 à 4 dans la plupart des études qu'on a faites. Alors, je vais parler maintenant rapidement, juste en détail de comment ça se traduit concrètement. Donc ça, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué. Donc, on a cette IA conversationnelle qui permet de nous aider dans toutes les tâches administratives qu'on a à faire, importer des stagiaires, interroger les données. Donc, dans tous les rapports d'activité, on va pouvoir dire combien j'ai eu de stagiaires qui ont décroché sur le mois dernier, par exemple, ce type de demande. Donc là, on est vraiment sur la lecture des données administratives et d'avancement. Sur la slide suivante, on va voir que donc sur la partie pédagogie et learning, on va retrouver les 2 assistants dont je vous ai parlé. Donc là, on est un peu sur la même approche. Finalement, on a un assistant à qui on va demander de faire des choses. La petite différence, c'est qu'en fait, il a été vraiment cadré avec des méthodes particulières basées sur les expériences qui fonctionnent chez nos clients. Et donc, il va vraiment être force de proposition et de recommandation. Donc, on va vraiment se comporter comme un consultant. Et derrière, il va permettre d'ajouter automatiquement les parcours, les séquences, les activités, etc. dans Digiformat. Et donc, je m'attarderai surtout sur la dernière partie, encore une fois, donc l'accompagnement, pour vous montrer comment ça se traduit. Ça se traduit simplement par, on a une messagerie instantanée, un petit bouton qui va vous permettre de
pré-générer un petit message de relance, que ce soit un message de début de formation pour introduire et se présenter, que ce soit un message de relance parce qu'on sent que ça décroche un peu et qu'il y a un souci, que ce soit au contraire un message d'encouragement ou de félicitations. C'est un petit gain pour le formateur, mais quand on a une dizaine d'apprenants à suivre à distance, en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite et surtout, ça va inciter le formateur à avoir ces points de contact réguliers qui vont vraiment changer l'engagement. Donc, on laisse la main quand même à l'humain, au formateur derrière pour modifier son message et en faire ce qu'il veut. Et le but, c'est vraiment de générer une conversation qui ensuite va se passer de l'IA et qui va juste être une conversation d'humain à humain. Mais l'IA, là, elle va juste nous permettre de déclencher plus facilement cette prise de contact. On a la même chose sur les cas pratiques. On met aussi beaucoup en avant la mise en pratique pour l'ancrage, parce que ça permet aussi de comptabiliser du temps de formation hors écran quand on est en 100% distanciel, et parce que pour se conformer encore une fois à Calliope et évaluer correctement des compétences et donc une capacité à faire, souvent le quiz n'est pas suffisant et il va falloir proposer une mise en pratique avec une analyse qualitative par le formateur de ce qui a été fait. Ça, pareil, ça prend du temps. Donc, on va aider le formateur en lisant complètement à la fois l'historique des échanges, le contenu de la réalisation qui a été envoyé par l'apprenant, et on va pré-rédiger donc là c'est l'exemple qu'on a sur le screenshot, on va pré-rédiger un commentaire, voilà, des encouragements, des feedbacks pour cet apprenant, et là on va gagner encore une fois beaucoup de temps. Encore une fois, on ne laisse pas l'IA en autonomie faire tout seul, mais elle nous aide à faire plus facilement et plus rapidement. Et donc on a la même chose sur notre système de suivi pédagogique qui est voilà, comme un carnet pédagogique. Et donc tout ça va se baser sur toutes les données qu'on a sur l'apprenant, et donc les échanges qu'il a déjà eus avec le formateur et tout ce qui a été uploadé, sur toutes les données d'avancement, sur les scores au quiz qu'on a pu mettre dans les contenus e-learning, donc pour cadrer vraiment la demande. Voilà pour l'utilisation de l'IA chez Digiforma. Eh ben, super, merci Pascal pour ces compléments et pour la concision malgré le panorama de ce que tu nous as présenté. Je laisserai, il y a des questions précises dans le chat, je te laisserai Pascal répondre éventuellement. Gilles, je ne sais pas de ton côté si les présentations qui ont par rapport justement au tableau que tu nous dressais en début de webinaire sur ce que nous avions constaté à l'élaboration du guide en 2024. Quel est ton sentiment? Ça bouge ou pas? Oui, on voit que les éditeurs quand même s'intéressent de plus en plus à l'intégration de l'IA et réfléchissent. En fait, ce que je retiens, moi, c'est une intégration de l'IA, mais une intégration réfléchie, à la fois au niveau technique, et je crois que c'est très important, donc de proposer des IA souveraines et d'utiliser par exemple des LLM en open source, et donc de bien réfléchir au système global et à l'intégration de l'IA, de ne pas intégrer n'importe quelle IA, n'importe comment, voire de laisser la main aussi, j'allais dire à l'exploitant, c'est-à-dire à l'organisme de formation, sur le choix de son LLM. Et puis, deuxième volet, c'est l'utilisation de l'IA, oui, mais pas n'importe comment. Avec toujours la possibilité, comme vient de le dire Pascal, de laisser la main à l'humain, je dirais, d'intervenir et de ne pas laisser des systèmes automatiques, quoi. Après, au niveau des fonctionnalités, entre le discours marketing qu'on avait en 2024 et la réalité du terrain,
on voit qu'il y a toujours quand même un fossé, hein. Bon, on avance, mais c'est pas une intégration massive de l'IA dans les LMS avec des automatisations à tous les niveaux, comme on pourrait l'imaginer, le souhaiter, je sais pas, mais on l'imaginer en tout cas. Oui, tout à fait. Mais merci pour ton feedback à chaud, là, justement, là-dessus. Moi, j'avais une question. Vous avez un peu abordé, plus ou moins dans le détail, mais ce n'est pas le but non plus de faire une revue de prix. Mais si on est utilisateur, et j'ai presque envie de dire utilisateur grand public, on a une idée assez ancrée, j'ai presque envie de dire, comme quoi l'IA c'est gratuit. Et donc finalement, je pourrais me dire, bah oui, d'accord, on intègre de l'IA, et donc je vais avoir des fonctionnalités en plus gratuitement. Euh, Comment, alors il y a peut-être une question de modèle économique, est-ce qu'il y a des coûts qui sont supportés avec vous en tant qu'éditeur ou prestataire dans les services que, en tant que moi, client, je vais souscrire auprès de votre entreprise, ou est-ce qu'il y a des coûts que moi, je vais devoir supporter parce que j'utilise effectivement votre LMS qui me propose des services IA? Qui veut commencer prendre la parole là-dessus? Combien ça va me coûter finalement? Je peux répondre. En fait, il y a plusieurs modèles. Là, je vais parler par exemple autour de Moodle Open Source. Il y a un premier modèle qui est-ce que les développements de services complémentaires de plugins, ils sont vendus ou est-ce qu'ils sont mis en open source? Ça, c'est des choix stratégiques. Donc, bon, est-ce qu'il y a de l'open source complet ou est-ce qu'il y a de l'open source avec un modèle freemium ou premium? Ça, c'est pour le développement. Donc, comment l'éditeur, entre guillemets, il pense cette stratégie-là de déploiement. Et puis après, oui, il y a des coûts puisque pour faire fonctionner ces IA, il va falloir utiliser du token, de la puissance de calcul, etc. Donc, même dans les développements basiques de Moodle que j'ai présentés au départ, il faut connecter la clé API du LLM auprès duquel vous avez souscrit. Alors après, en fonction des développements, les coûts sont plus ou moins importants. J'ai évoqué tout à l'heure quelques vingtaines d'euros par mois, par exemple, pour faire tourner des premiers services. Oui, ça commence comme ça. Et après, il y a d'autres services qui peuvent être beaucoup, beaucoup plus chers. Mais effectivement, l'IA gratuit pour tout faire, non, faut pas. Alors, sur certaines petites choses, mais on le voit bien aussi dès que vous voulez commencer à utiliser de manière un petit peu plus professionnelle, OpenAI, NotebookLM, etc., vous avez des versions gratuites, mais vous êtes rapidement limité, et ensuite, vous avez des versions payantes. Après, pas forcément hors de prix. Voilà. Je ne sais pas si peut-être que Jean-François, Ouais, tu veux compléter autour de Moodle. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, car il y a deux choses en fait, hein. Il y a peut-être le coût de la création du service, donc qui peut être open source dans ce qui concerne Moodle, ou un coût de service pour développer une fonctionnalité particulière. Et après, il y a une part variable. Et cette part variable, elle va s'exprimer soit au travers de l'acquisition du LLM, parce que même si le LLM est open source, il faut quand même le faire tourner, et donc il a forcément un coût, soit au travers d'une souscription auprès d'un LLM, on va dire, voilà, par exemple ChatGPT, enfin OpenAI, ou un autre qui vont vous demander des coûts en fait liés à un volume de tokens, soit un service particulier. Dans ce cas-là, vous allez acheter les tokens en fait directement auprès d'un prestataire d'une solution. Donc il y a différents modèles économiques, mais en tout état de cause, oui, rien n'est gratuit, et on ne connaît sans doute pas aujourd'hui les vrais prix, puisque il faudra bien que la bulle et les investisseurs retrouvent leur financement à un moment dans tout ce qu'ils investissent dans l'IA. Donc, à mon avis, les prix que l'on connaît aujourd'hui ne sont sans doute pas les prix que nous connaîtrons demain en la matière. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, et je laisse
la parole à Pascal après. Il y a une petite part de risque, on peut appeler ça, finalement, ou d'incertitude sur, effectivement, entre les prix aujourd'hui, tels qu'on peut les connaître. C'est un petit peu comme le prix du gaz en ce moment, quoi, si je comprends bien. Oui. Pascal, qu'est-ce que ça va coûter, vous, à vos clients, par expérience? Alors, on est effectivement On sur enlève un... la certitude dont on vient de parler, qui est valable pour tout le monde, du coup. Ouais, c'est ça, on Ou est sur pas? un marché nouveau sur lequel il y a beaucoup d'incertitudes et les prix vont forcément beaucoup augmenter parce qu'aujourd'hui, tous les LLM perdent de l'argent, donc à un moment donné, il va falloir qu'ils en gagnent. Nous, on est donc une solution propriétaire qui est modulaire, donc on a un abonnement de base en fonction de la taille, donc c'est un modèle SaaS, donc on est vraiment sur un abonnement, le coût du développement donc, est toujours supporté via l'abonnement. Et ensuite, c'est modulaire, donc on a des options en fonction de ce qu'on veut faire en plus avec Digiformat. Par exemple, si on veut utiliser le LMS et toutes les fonctionnalités disponibles dans le LMS, on va souscrire une option qu'on appelle LMS+, qui a un coût supplémentaire. L'IA, ce n'est pas une option, disons qu'à chaque fois qu'on va avoir, si je prends l'option LMS+, je vais avoir l'IA liée au LMS, donc ces deux agents macro-micro qui vont être intégrés. Et donc, pour l'instant, on a fait le choix de supporter, nous, le coût derrière, quel que soit l'usage du client. Donc, évidemment, ce n'est pas un modèle forcément à long terme. Pour l'instant, on veut favoriser l'adoption et on veut mieux comprendre l'usage de nos clients avant de mettre en place un modèle. Donc, en gros, peut-être qu'on va perdre de l'argent pour le moment et on prend ce risque-là pour mieux comprendre les usages, ne pas brider pour le moment. Et ensuite, évidemment, d'ici quelques années, en fonction de ce qui coûte le plus cher, on aura peut-être des limitations de tokens et la possibilité de rajouter des tokens, voire même de connecter sa propre clé API aussi de son propre LLM et de pouvoir switcher de LLM. Mais pour l'instant, on va dire qu'on en est encore vraiment au démarrage, donc on a simplifié au maximum l'offre. Ok, merci. Donc, c'est intéressant comme démarche. Surveillez bien, hein, parce on tient à vous garder parmi nos adhérents, que ça ne vous mette pas dans le rouge. Aurélia, je vois que l'heure tourne, Oui. il est 34 et on te repasse la parole. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour tous nos intervenants, pour ces explications, et puis de faire ce point, ce point d'étape autour de l'intégration de l'IA, et puis effectivement, comment tout ça peut servir au niveau de la qualité, des indicateurs qualité. Donc, le prochain webinaire, alors ce sera complètement différent, puisque nous parlerons du nouveau Vademecum sorti par France Compétences autour de la certification. Donc, on vous en fera une lecture approfondie. Voilà, donc... Et on refait un petit coup de teasing pour la oui, journée du 11 juin, hein, puisqu'on est dans la la journée du 11 thématique. juin, n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc, vraiment, le focus, c'est le focus autour de la qualité. Comment l'IA peut-elle aider finalement à augmenter, valoriser cette qualité de vos dispositifs à partir de cas d'usage qu'on mettra à votre disposition, qu'on vous présentera pour vous donner une vue très opérationnelle de ce qu'on peut faire. Ce qui est intéressant de faire, de ne pas faire de l'IA pour l'IA, mais de l'IA pour la qualité. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Je vous souhaite un très bon appétit. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, nous voir et à venir à adhérer à Enoa si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Au revoir. Merci à Au toutes et revoir, à merci. tous. Merci à bientôt. tous. Au revoir.